Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que Octo Technologies est un cabinet de conseil spécialisé dans la création de produits et de services numériques. C'est également une formidable success story qui a commencé en 1998, qui depuis lors connaît une croissance effrénée et qui a notamment été marquée par son rachat par le cabinet Accenture en 2016. Ludovic, vous avez un slogan qui est à la fois explicite et qui est une formidable promesse, puisque vous dites « Nous croyons que l'informatique transforme nos sociétés ». Ma question, Ludovic, est la suivante. Comment l'informatique transforme-t-elle nos sociétés et comment mener à bien un projet de transformation digitale en 2020 ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais essayer de vous donner tous les trucs et astuces pour réussir vos projets. Et si je réussis, vous n'aurez pas perdu les 15 prochaines minutes, on peut dire. Alors déjà, une petite introduction. Donc cette vague pour dire que depuis, nous vivons depuis à peu près 10 ans la deuxième vague Internet. La première vague Internet, c'est au début des années 2000. C'est le moment où apparaissent les premiers business models sur Internet. La deuxième, on peut dire qu'elle a été déclenchée par l'arrivée de l'iPhone. Et c'est le moment où en fait Internet a commencé à contaminer tous les usages du quotidien. J'ai une illustration un peu vieille, mais qui illustre bien ce basculement du monde. Donc là, vous avez sur cette photo l'élection du pape Benoît XVI en 2006. Et là, vous avez l'élection du pape François Ier en 2013. Je ne cherche pas à faire du prosélytisme, mais on voit qu'il y a peu de temps entre ces deux images, mais que le monde a basculé dans quelque chose de complètement différent. Et ça me permet d'introduire une définition de la digitalisation, parce que c'est un mot un peu valise qu'on emploie à tort et à travers. Donc je vous en propose une. Je ne sais pas si c'est celle qui fera référence dans Wikipédia d'ici 10 ans, mais je définirai la digitalisation comme le moment où les entreprises et les organisations comprennent qu'Internet est une technologie de rupture. Qu'est-ce qu'une technologie de rupture? C'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on revoit toutes ces façons de faire à l'aune de cette technologie. Les 10 premières années d'Internet, on a fait la même chose qu'avant. On a essayé de faire de la banque digitale, mais en fait, c'était juste de la transposition dans le monde informatique de pratiques bancaires qui étaient les mêmes pratiques qu'habituellement. Le moment de la digitalisation, c'est le moment où on repense ses façons de faire, ses interactions avec les clients, ses interactions avec les employés, ses interactions avec ses écosystèmes et sa façon de concevoir ses produits et ses services avec toutes les potentialités d'Internet. Et ça a quelques conséquences. Ça a des conséquences sur la façon de faire des projets. Alors pourquoi une belle image de pont dans une présentation à des banquiers sur la digitalisation? Parce que la façon dont on fait des projets informatiques, c'est une façon qui est héritée du génie civil. Ça se sent un petit peu dans notre langage. On parle de maîtrise d'œuvre, particulièrement en France. Maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, architecture, socle, fondation, urbanisation. Le problème, c'est que ces méthodes-là, elles étaient particulièrement adaptées quand ce qu'on demandait à l'informatique, c'était de faire la même chose qu'avant. Sauf que depuis 2010, ce qu'on demande à l'informatique, c'est pas de faire des choses connues, c'est d'inventer des processus, d'inventer des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Et les méthodes héritées du génie civil ne sont plus adaptées. Donc pour faire des projets digitaux, la première chose à faire, c'est déjà de réinventer ces méthodes. Puis il y a une caractéristique aussi qui est que le monde dans lequel on évolue a aussi complètement changé. Alors j'adore cette image, elle est très moche parce que c'est pas nous qui l'avons faite. C'est des courbes qui viennent d'un organisme qui s'appelle le WEO, qui est, semble-t-il, enfin je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais qui est, semble-t-il, la référence sur le suivi des prix des cours du pétrole. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve cette courbe fascinante. Vous avez l'évolution des cours du pétrole et à intervalles réguliers, les prédictions des meilleurs économistes du moment sur le futur des prix du pétrole. Ce que l'on peut voir, c'est qu'ils se plantent systématiquement. Voilà. Donc vous connaissez les enjeux du pétrole, c'est quand même quelque chose qui fait tourner le monde aujourd'hui. Et quand on demande aux meilleurs spécialistes à un moment donné de faire des prédictions sur les cours du pétrole, ils sont complètement à côté de la plaque. S'il fallait parler du cours du pétrole de ce matin que j'ai regardé, donc on est à peu près en 2020, le cours du pétrole, il est là, il est un peu au-dessus de 50 $ le baril, donc ils se sont encore plantés. Et c'est normal parce qu'on est dans un monde que définirait bien Ygritte dans Game of Thrones, qui est « You know nothing, Jon Snow ». On est dans un monde où, en fait, on ne sait absolument rien.
Il y a de la volatilité, de la certitude, de la complexité, de l'ambiguïté. Donc c'est un monde qui défie toutes nos capacités de prédiction. Et c'est un problème parce que la culture du XXe siècle dans laquelle on était, c'était une culture de la prédiction. Donc tous ceux qui ont grandi comme moi dans le XXe siècle sont inadaptés au monde moderne. Alors comment essayer de survivre quand même dans ce monde hostile ? Eh bien, en fait, en essayant de faire des projets digitaux, et si je dois définir ce qu'est faire un projet digital, c'est réaliser un projet en expérimentant des choses que l'on n'a jamais faites auparavant afin de saisir rapidement des opportunités. Et il y a 2 clés pour ça. Obtenir des feedbacks rapides. Comme on ne sait rien du monde, eh bien, en fait, il faut essayer des choses et voir si ça marche rapidement ou si ça ne marche pas rapidement. Et l'autre élément, c'est que le monde est devenu tellement complexe qu'aucun cerveau humain, aussi intelligent soit-il, ne peut craquer des problèmes. La seule clé, c'est la collaboration, donc brancher plusieurs cerveaux ensemble, et ça s'appelle collaborer. Donc on va explorer ces 2 thèmes pour voir s'il n'y a pas des petites recettes qu'on peut appliquer rapidement pour réussir les feedbacks rapides et la collaboration. Alors les feedbacks rapides, c'est génial parce qu'il y a des méthodes qui se sont beaucoup développées, qui sont apparues dans les années 2000, 2001, acte fondateur Manifeste Agile, et qui se sont beaucoup développées dans les 10 dernières années. Et je pense que toutes les personnes dans cette salle ont quelque part dans leur organisation un projet qu'on peut qualifier de projet agile. Et si je dois définir les méthodes agiles, on peut dire que les méthodes agiles sont des méthodes de développement logiciel qui prônent un développement incrémental par cycle court, autour d'équipes pluridisciplinaires qui travaillent de façon synchronisée sur le même objectif. Ça a l'air un peu alambiqué comme ça, mais tous les mots sont importants. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que parfois on me demande de faire des conférences de 3 heures sur les méthodes agiles, donc là ça va être un peu court. Mais voilà, l'objectif des méthodes agiles, si vous devez retenir que 2 choses dans cette formulation, c'est les cycles courts pour avoir du feedback rapide et des équipes pluridisciplinaires pour avoir de la collaboration. Et ça change beaucoup de choses dans les façons de travailler, mais je pense que ça, vous l'avez déjà expérimenté. L'autre point, c'est que pour avoir du feedback rapide, en fait, il faut tester ce qu'on fait dans la vraie vie avec des vrais gens en production. Et là, il y a 2 stratégies qui s'affrontent. Il y a ce qu'on faisait historiquement et ce qu'il faut faire maintenant. Ce qu'on faisait historiquement, c'est que livrer du logiciel en production, c'était hyper compliqué. Donc on ne le faisait pas souvent et on sécurisait beaucoup ce moment très compliqué. On faisait des tests manuels pendant très longtemps et puis on essayait de le faire dans des périodes critiques. Donc dans la banque et dans l'assurance, typiquement, on pouvait livrer en production une fois tous les 6 mois, 1 an, 18 mois, j'ai déjà vu. Et le problème, c'est que quand on fait ça, ça veut dire que quand quelqu'un du métier a une idée, avant que ça se retrouve dans la main des utilisateurs, ça peut prendre jusqu'à 2 cycles, donc 36 mois, 3 ans. Donc c'est inadapté évidemment au rythme du monde digital. Donc il y a plein d'acteurs qui ont commencé à remettre cette stratégie en question et qui se sont dit on va délivrer très très souvent justement parce que c'est compliqué. Et l'avantage c'est que quand on livre très souvent, on met des petits changements en production. Donc on comprend parfaitement son système. Si on fait casser quelque chose, on comprend parfaitement ce qu'on a fait casser. Si on augmente la fidélisation des utilisateurs, on comprend parfaitement pourquoi cette fidélisation a augmenté. Là, quand on livre des gros machins, savoir si tel truc a aidé à vendre plus ou moins, on est incapable de le faire parce que il y a trop de choses qui sont liées entre elles. Et derrière l'élément, le cloud. Alors le cloud, tout le monde utilise du cloud maintenant. Moi, ça a été une rupture dans mon métier parce que quand j'ai commencé ma carrière, la première chose qu'on faisait sur un projet informatique, c'est qu'on achetait des machines Sun. Et puis 6 mois après, elles étaient livrées et là, on pouvait commencer réellement à travailler. Aujourd'hui, montre en main, quelqu'un qui est compétent sur ces sujets peut instancier sur le cloud, en moins d'1 quart d'heure, une puissance machine qui ferait rêver n'importe quel informatique on-premise de n'importe quelle banque. Un étudiant dans sa chambre de Crous a la puissance potentielle d'une banque pour un prix qu'il peut même s'offrir avec sa bourse scolaire. Pendant un petit temps, il ne peut pas faire ça pendant des années, mais pendant quelques minutes, il peut mobiliser une puissance machine qui ferait rougir d'envie n'importe quel acteur bancaire. Alors, est-ce que vous faites vraiment du cloud ? Souvent, il y a plein de gens qui disent « oui, nous, on est sur le cloud ».
Le test, c'est est-ce que vous pouvez utiliser une machine virtuelle, c'est-à-dire une machine instanciée dans le cloud, sans aucune intervention humaine. Si ce n'est pas le cas, vous ne faites pas du cloud. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça veut dire que vous n'utilisez pas toutes les potentialités qu'offre la technologie moderne pour faire des projets digitaux. Ce n'est pas grave, mais il faut juste en avoir conscience. Collaboration. Donc, le deuxième élément, c'est comment on collabore mieux pour craquer des problèmes compliqués ensemble. Alors, le premier sujet que je vais introduire, c'est la notion de MVP. Alors, tout le monde connaît MVP maintenant, ça fait partie de ces termes informatiques qui sont rentrés, comme les API, c'est rentré dans le langage courant, donc tout le monde en parle, et on oublie parfois quelque chose au passage. Le MVP, donc le Minimum Viable Product, avec l'accent, j'ai essayé, c'est la version d'un produit qui permet à une équipe de collecter le maximum d'informations réelles avec une économie de moyens. Et c'est génial parce que c'est ça qui fonde la collaboration. C'est-à-dire qu'ensemble, comme on ne sait rien, on fait des hypothèses, on essaye de voir si ces hypothèses sont vérifiées, puis on adapte le cours de l'action en fonction de la vérification ou pas de ces hypothèses. Mais un MVP, c'est quelque chose qui est utilisé en prod par des utilisateurs réels. Donc moi, je vois énormément de MVP chez mes clients qui sont des tests de labo, c'est-à-dire on joue avec, ça marche, mais il n'y a aucun utilisateur réel derrière en prod. Donc si vous n'avez pas d'utilisateur, arrêtez d'utiliser le terme MVP parce que vous n'êtes pas en train de faire véritablement des MVP. Et les MVP sont vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Là encore, on pourrait en parler pendant longtemps, mais on n'a pas ce temps-là. Deuxième élément, c'est la culture du design. Donc c'est un élément que Xavier a introduit en disant que c'était extrêmement important de se centrer sur les attentes des utilisateurs. Non, pardon, c'est vous qui introduisiez ça. C'était extrêmement important de se centrer sur les attentes des utilisateurs. Mais pour se centrer sur les attentes des utilisateurs, il faut aller voir ce que attendent les utilisateurs concrètement dans la vraie vie. Si votre projet informatique ne commence pas par le fait de faire des immersions, donc des designers qui vont suivre vos véritables utilisateurs au quotidien, si ça ne passe pas par des interviews, si ça ne passe pas par des phases de design, d'expérience, il est probable que le produit qui va être fabriqué à la fin tombe à côté de la cible. Et c'est ce que je précisais en introduction, c'est que vous pouvez avoir l'impression de comprendre ce que veulent vos utilisateurs aujourd'hui, mais ce qu'on voit, c'est que au bout ils utilisent Facebook, et puis quelques temps après, Facebook c'est devenu has-been, il faut passer sur Instagram, puis Instagram pareil c'est devenu has-been, il faut être présent sur TikTok. Donc en fait, entre le temps des consommateurs finaux en particulier est devenu tellement rapide que si on n'est pas constamment en train de prendre la température, on n'est pas en train de travailler avec les vrais besoins des utilisateurs. Donc la démarche de design thinking, c'est quelque chose qui est extrêmement important. De mon expérience à moi, un peu négligé dans le domaine financier parce qu'on n'a pas cette culture du design de l'expérience fondamentalement pour les outils informatiques. Et puis quelque chose, moi personnellement, qui me tient à cœur et qui est essentiel, et je pense qu'il joue avec les démons aussi dans le domaine financier, c'est que pour innover, il faut prendre des risques. C'est indispensable. C'est la définition, c'est presque une tautologie. L'innovation, c'est de la prise de risque. De la prise de risque, ça veut dire qu'on peut se planter. Et le problème du domaine financier, c'est que vous êtes habitué à gérer des risques, et vous êtes habitué à limiter des risques. Donc la prise, l'innovation, le fait de prendre des risques et de se tromper, c'est quelque chose qui joue avec l'inconscient profond du monde financier. Mais si on n'est pas capable de faire ça, il n'y a pas d'innovation. Et le digitalisation, c'est justement être capable de faire des explorations rapides pour explorer des territoires qui n'ont jamais été explorés avant. Et en conclusion, en fait, j'ai intitulé ma presse « Comment réussir ses projets digitaux ». Mais en fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû l'appeler. J'aurais dû l'appeler « Comment réussir ses produits digitaux ». Parce que la façon dont on gère les fabrications de logiciels digitales, c'est plus comme avant, c'est plus une idée à un moment donné
qu'on va confier à des équipes de réalisation qui vont produire pendant un certain temps, qui vont mettre en prod et ça va passer en maintenance. Non, c'est quelque chose qui vit en permanence, qui évolue en permanence. On a une idée, on la teste. Si ça marche, on continue à investir dedans. On la fait grossir, on fait grossir les équipes, mais il n'y a plus cette phase projet-maintenance. C'est des produits qui vivent leur vie et qu'il faut accompagner tout au long de leur existence avec des méthodes qui assurent une continuité entre tous ces éléments-là. Je vous remercie.